présenter nos deux invités carte blanche, donc il n'y a pas de thème, hein, mais on a une petite idée. Sinon, le thème des solutions solidaires, comment réconcilier social et écologie, qui est la question, et votre question, enfin, à tous les deux, donc c'est parfait. Donc, je vais présenter mes deux invités, même si vous les connaissez bien. Donc, à ma gauche, je commence par la gauche, hein, mais n'y voyez pas de préférence. Paul Magnette, vous êtes bourgmestre, comme on dit, de Charleroi. Vous avez été ministre plusieurs fois, et même, j'ai découvert, je ne connaissais pas, ministre-président, c'est-à-dire chef du gouvernement, c'est ça ? Régional de Wallonie. En Allemagne. Voilà. Et donc deux fois ministre, dont d'ailleurs ministre de l'écologie, à l'époque où ce n'était pas encore aussi brûlant qu'aujourd'hui, si on peut dire. Oh, je pense que ça l'était déjà. C'était au début des années, fin des années, donc c'était entre 2008 et 2012, quelque chose comme ça. Donc c'était juste avant Copenhague, le sommet de Copenhague. C'est vrai. Donc c'était quand même un moment où on en parlait beaucoup. Donc ça commence à en parler. Mais bon, on avait la crise financière et C'est vrai. C'était plus voilà, ça qui nous préoccupait. On va parler de votre livre best-seller en France, hein, qui vous a aussi fait beaucoup... non seulement connaître, mais voilà, on vous entend beaucoup et c'est très bien dans les radios, plateaux télé en France. Hein, La Vie large, publié aux éditions de la Découverte. Mais bon, j'ai oublié de dire dans votre CV que vous étiez, j'ai oublié cette ligne importante, vous êtes toujours vous avez toujours le temps de, voilà, professeur de théorie politique à l'Université libre de Bruxelles. Voilà, donc vous n'êtes pas seulement... dans l'action, dans l'engagement politique, mais aussi un professeur. Et enfin, bien sûr, président du Parti socialiste belge. Alors, président, vous êtes l'Olivier Faure de Belgique ou le Nicolas avec moins d'emmerdement, Maillot-Rossignol. Ouais. C'est ça. C'est l'équivalent de secrétaire. L'équivalent, avec moins d'emmerdement, mais oui, globalement. D'accord, avec moins d'emmerdement en ce moment, parce qu'il y a eu un moment où vous avez dû gérer une crise. Très bien. Comment ? C'était en décembre. Oui, c'est vrai que c'était récent. Crise récente. Bon, vous êtes passé d'une crise à l'autre. Vous êtes venu faire le pompier à Marseille. Timothée Duverger, donc vous êtes maître de conférence associé à Sciences Po Bordeaux. Vous êtes chez vous ici, du coup. Directeur de la chaire Territoire de l'économie sociale et solidaire, TERESS. Et auteur, alors vous avez écrit plusieurs livres, hein, mais le dernier livre, en tout cas, c'est L'économie sociale et solidaire. Voilà, c'est pas un que sais-je, mais c'est un repère. Voilà. Voilà, écoutez, la question, je trouve que la question que pose ce forum, c'est comment réconcilier social et écologie. C'est votre question quand même, Paul Magnette. Vous dites. Votre question, c'est comment on rend l'écologie populaire. Hein, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous insistez. Vous avez d'ailleurs des solutions. Et j'aime beaucoup le titre de votre livre qui renvoie donc à une citation de Jaurès. Nous ne sommes pas des ascètes, il nous faut la vie large. Pourquoi l'avoir mis en exergue ? Je lance et puis après, vous vous débrouillez. Parce que pour l'anecdote, on reprochait à Jaurès justement de vouloir, avec le socialisme, imposer à tout le monde un mode de vie ascétique. La bourgeoisie disait aux socialistes de l'époque, si on vous suit, tout le monde va devoir vivre comme des pauvres et se restreindre et ne plus avoir aucun plaisir dans l'existence, etc. Et ça fait un peu écho à tout ce débat sur l'écologie punitive et tous ces reproches que la droite fait à celles et ceux qui essayent de porter une transition, à qui on reproche très souvent de vouloir justement ne porter que des restrictions, de la rigueur, des renoncements, ce qui évidemment ne fait pas très envie. Et donc Jaurès avait habilement répondu, pas du tout, nous ne sommes pas des ascètes, il n'était pas un ascète lui-même, il avait plutôt le sens des bonnes choses. Il nous faut la vie large. Alors qu'est-ce que ça veut dire la vie large ? Chacun y met un peu le sens qu'il veut, mais en tout cas c'est une manière de dire que la transition n'est pas un renoncement. Au contraire, c'est une manière d'essayer de mieux vivre et c'est important de le rappeler. Il faudra quand même renoncer à certaines choses. On ne peut pas continuer sur le rythme de croissance
actuel. Il faut changer, mais changer, c'est pas forcément renoncer. Et il y a effectivement des consommations qui doivent décroître, il y en a d'autres qui peuvent croître, il y en a d'autres qui doivent croître. Et donc je pense qu'il faut sortir un peu... Moi, je n'ai jamais été très fan de l'expression de décroissance, parce que je pense que ça donne un peu le sentiment que ce sera moins, et que si c'est moins, ce sera moins bien. Quand on est dans une société d'abondance... Vous n'auriez pas été d'accord avec Timothée et Paris qu'on a eu ce matin. Mais en revanche, je pense qu'on peut parler d'alter-croissance, comme on a parlé à une époque, et on parle encore d'ailleurs d'alter-mondialisation. Les alter-mondialistes n'étaient pas contre l'idée d'une ouverture du monde, ne prétendaient pas qu'on devait se replier dans les frontières et essayer de vivre de manière autarcique, mais ils disaient, mais ce n'est pas cette mondialisation-là que l'on soutient. On ne veut pas d'une mondialisation qui se fait par le commerce, par l'argent, par les investissements des multinationales et par le pouvoir finalement de grandes institutions économiques privées. On veut une mondialisation qui soit l'ouverture des cultures les unes aux autres, la tolérance, la compréhension, la solidarité internationale, le fait de considérer la Terre comme un patrimoine partagé. Donc oui, on peut être mondialiste autrement que la mondialisation libérale et néolibérale. Et de la même manière, on doit pouvoir dire, je pense, on peut vouloir une forme de croissance, mais qui ne soit pas la croissance existante. Bien sûr, il faut réduire massivement la consommation d'énergie fossile, la consommation de matières premières. Il faut arrêter tout ce qui provoque de la déforestation, toutes les consommations qui provoquent de la déforestation. Mais à côté de ça, il y a des tas de choses qui doivent pouvoir croître. Je n'ai pu assister qu'à la fin du débat précédent, mais c'est clair que tout ce qui relève du soin à la personne, tout ce qui relève du soin à notre environnement, la régénération du patrimoine naturel, tout ça doit croître. Et donc c'est une autre croissance, plutôt que de parler de décroissance. Certaines choses doivent décroître, d'autres doivent croître. Donc c'est une autre croissance, parce que je pense que nous sommes, nous, humains, attachés à l'idée du changement, du progrès, depuis maintenant au moins 5 ou 6 siècles. Et ça va être très compliqué, en tout cas nous Européens, ça va être très compliqué de se départir de cette idée-là. Et donc plutôt que de dire il faut renoncer à la perspective du progrès, à la perspective de l'amélioration de nos conditions de vie, etc., il faut plutôt lui donner un autre sens, un autre contenu. Timothée Duverger, est-ce que vous voulez réagir sur cette idée, oui. Ni croissance ni décroissance, mais alter-croissance? J'apporterai peut-être un point de nuance. Moi, j'ai écrit un livre sur la décroissance, donc... Très bien, alors. Voilà, cité par Timothée Paris, du coup. Mais oui, plus sérieusement, la question de la croissance, en fait, c'était intéressant d'ailleurs sur la fin de ton intervention, Paul, parce que tu as assimilé la croissance au progrès. Et en fait, c'était dans cette perspective-là que tu le défendais, et je suis tout à fait d'accord sur le fond avec toi. Mais la question de la croissance, en fait, ça s'applique d'abord à un indicateur. Et c'est la question du PIB, en fait, qu'il y a derrière, et c'est aussi cette approche-là qui est contestée. Et je pense que tu t'y retrouveras tout à fait. C'est-à-dire que d'ailleurs, aux Nations Unies même, actuellement, il y a une réflexion qui est menée, parce que c'est eux qui ont promu notamment la diffusion du PIB à travers le monde. C'est un indicateur qui a été créé en fait dans les années 30, en pleine crise économique, et qui s'est diffusé après la Seconde Guerre mondiale, dans une période de reconstruction. Donc là, on est clairement on est dans un autre modèle, il y a un changement de paradigme. Donc c'est vrai que c'est un indicateur qui n'est plus adapté, et en réalité, il faut sortir, et c'est là que je te rejoins tout à fait, de croissance-décroissance, en fait. Alors, Philippe Frémaux disait c'est une post-croissance, toi tu dis c'est une alter-croissance. En tout cas, il faut passer sur autre chose, quoi. Ça, on est tous d'accord sur cette idée-là. Il y a des auteurs comme Éloi Laurent, que tu cites d'ailleurs pas mal dans ton livre, qui parle du bien-être. Enfin voilà. Donc il y a une question en fait de construire de nouveaux indicateurs, et effectivement d'aller vers une économie. Alors ce que Welz ou Robert Boyer invoquent comme une économie humano-centrée, c'est-à-dire qui développe l'éducation, la santé, enfin voilà, toutes les fonctions finalement de l'État social en réalité, et qui repositionne l'État social d'ailleurs dans une dynamique de prévention. J'entendais Fabienne Brugère parler de réparation tout à l'heure comme quelque chose de positif, et elle a raison. La réparation n'est pas une restauration si elle est une transformation. Et de ce point de vue, la réparation, on peut aussi la concevoir. Je pense qu'il faut aller un peu plus loin aussi et se dire, aller sur des dynamiques de prévention, se dire que nos États sociaux effectivement ont été très curatifs en réalité, c'est-à-dire qu'on prend les problèmes en bout de chaîne et on rafistole quelque part. Et là, avec des logiques de bien-être, on est dans des approches préventives, avec l'idée qu'on développe les personnes. En réalité, on développe les personnes, on développe la société. Et ça, effectivement, bien sûr que ça doit croître. Voilà. Donc je le poserai pour être... pour aller. Mais il faut les financer quand même aussi, tous ces services publics, cet État social. Alors, s'il n'y a plus d'industrie, parce que l'industrie pollue, comment on finance ce modèle et l'extension du tertiaire et des services à la personne? Alors je pense que si on veut se poser la question de savoir comment on finance, c'est intéressant de revenir justement à l'origine du modèle qui est le nôtre aujourd'hui, parce qu'on voit qu'on tend à se poser la question aujourd'hui à l'envers, je pense, par rapport à la manière dont ça l'est posé à l'origine.
Je te rejoins évidemment sur le fait que la croissance est associée au PIB, mais pas seulement au PIB, d'ailleurs à toute une série d'indicateurs qui sont les indicateurs de la comptabilité nationale et qui gouvernent certainement dans l'Union européenne. On est dans une gouvernance par les nombres de plus en plus rigoureuse et de plus en plus contraignante et qui ne fait que, dont la conditionnalité, dont les taux sur les politiques nationales ne fait que se renforcer depuis quelques années. Ils ont lâché du lest là sur le pacte de stabilité. Oui, même. mais enfin voilà, en espérant que ça dure, enfin voilà, ça on verra. Ouais. Mais alors, même si le PIB n'a que 70 ans et même s'il n'est devenu universel que depuis un demi-siècle à peu près, la philosophie qui est sous-jacente, elle est beaucoup plus ancienne. L'idée que les humains vont produire davantage pour se libérer de la nécessité, c'était une espèce d'obsession, parce que l'humanité, l'Europe en particulier, a vécu dans la pauvreté pendant des siècles et des millénaires, parce que, incapable d'amélioration technique en matière agricole, on subissait les famines, et que les famines engendraient des épidémies, que le lot de l'humanité, c'était la faim, la misère, la maladie, la mort précoce. Et quand on vit dans ces conditions-là, il est évident que tout l'imaginaire était tourné vers l'idée, enfin, longtemps l'imaginaire était dominé par une forme de fatalisme, entretenu par les religions dominantes, mais quand à un moment donné ce fatalisme se brise, tout l'imaginaire commence à être tendu, au contraire, vers l'idée de sortir de cette condition-là, vers l'idée que le progrès, l'accumulation du savoir, des techniques, des connaissances, va permettre enfin de se libérer de la nécessité. Que nous, les humains, qui sommes victimes du fait que nous avons besoin d'un certain nombre de ressources que la nature nous procure, les fameuses 4 fibres que Malthus avait identifiées, la fibre qui nous vêtit, la fibre qui nous couvre, qui nous loge, la fibre qui nous nourrit et la fibre qui nous réchauffe, celle que l'on brûle. Donc ces 4 fibres dont on a absolument besoin et qui sont dans l'espace naturel pour partie autoproduites et pour partie produites par les humains, ont toujours été en quantité insuffisante dans le rapport avec les évolutions démographiques, ou presque toujours. Et ça, c'est une espèce de fatalité que l'humanité subit. Et à partir de la fin du XVIIIe et surtout dans le XIXe, la perspective s'inverse complètement en disant non, nous allons pouvoir atteindre l'abondance. C'est le très bon livre de Pierre Charbonnier, Liberté, Abondance, qui le montre très bien. Il y a une transformation radicale des conceptions du monde. Et ça, c'est bien antérieur au PIB, c'est bien antérieur à la comptabilité nationale. Et donc, c'est très profond dans nos imaginaires. C'est pour ça que je dis qu'il faut être attentif à ça et ne pas penser qu'il n'y a qu'à changer d'indicateur ou bien il n'y a qu'à accompagner une mutation culturelle. Il faut être attentif au fait que parce que pendant des siècles, nous avons vécu dans la misère et dans la faim, nous avons construit le rêve du pain pour tous, de l'abondance, et que ça reste quelque chose qui est extrêmement fort. Et qu'une grande partie de nos contemporains n'y ont pas encore accédé. Il ne faut pas oublier ça non plus, qu'une grande partie des populations, même dans les pays très riches comme les nôtres, vivent encore dans des situations extrêmement difficiles. Ils doivent encore compter le moindre euro pour payer leurs factures, pour payer leur loyer, pour se nourrir, les frais scolaires, etc., etc. Et donc, si vous dites, dans un message très général, il faut décroître, vous allez donner le sentiment à cette partie de la population, et c'est quand même presque un tiers de la population, ou un quart, que d'abord, vous ne comprenez pas qu'eux n'ont même pas accédé encore à ce bien-être minimal qui permet de répondre aux besoins humains fondamentaux et donc de vivre de manière un peu épanouissante. Non seulement vous donnez le sentiment que vous ne les comprenez pas, mais en plus, vous les privez en plus de leur désir. C'est ça qui est terrible. C'est que leur désir, c'est évidemment de sortir enfin de cette condition difficile dans laquelle ils sont et de rejoindre enfin le lot de la condition moyenne avec le confort général. On dit, ah ben non, désolé, c'est fini. Et donc tous ces plaisirs auxquels vous n'avez pas accédé, n'en rêvez même pas parce qu'on va commencer à les faire disparaître. Et donc il y a un vrai travail, je pense, culturel absolument fondamental pour faire en sorte qu'on sorte de cette logique-là. Et puis alors vient la question du financement, parce que je fais un long détour, mais j'y arrive. Parce que quand on a investi massivement au tournant des 19e et 20e siècles dans l'instruction gratuite, laïque et obligatoire, personne n'a posé la question de savoir combien ça allait coûter. C'était une évidence morale qu'il fallait investir dans les lumières publiques et qu'il fallait que le petit paysan, le petit ouvrier puisse lui aussi aller à l'école. Quand au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un peu dans les années 30, mais surtout au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a commencé à construire nos systèmes publics de santé, nos hôpitaux, etc., etc.,
il n'y a personne qui a posé la question de savoir qui allait payer. Et en réalité, quand on regarde rétrospectivement, on s'aperçoit qu'on a financé l'école et on a financé la santé, et c'est le financement de l'école et de la santé qui ont permis la croissance et qui ont permis de quadrupler en l'espace de 3 générations la prospérité de nos pays. Si on s'était dit on n'a pas les moyens, on serait probablement à un niveau de développement et à un niveau de prospérité bien inférieur à celui dans lequel on est. Ça, c'est un premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, c'est que dans tout ce débat sur la croissance et l'abondance, il y a eu depuis très longtemps l'idée qu'à un moment donné, on atteignait un niveau qui devait permettre de répondre à tous les besoins humains fondamentaux. C'est ce que John Stuart Mill disait déjà avec cette idée de l'État stationnaire. C'est ce que Keynes disait aussi dans les années 30. Keynes dit à un moment donné, dans ce très beau texte, sa lettre à ses petits-enfants, qu'il n'a jamais eu, mais enfin bon, à qui il écrit quand même, dans lequel il explique qu'à un moment donné, l'humanité sera suffisamment riche, en tout cas les pays les plus développés seront suffisamment riches pour arrêter de vouloir produire toujours plus. Cet état, on y est arrivé. Aujourd'hui, on peut faire la démonstration que, je ne connais pas le PIB de la France par cœur, en Belgique c'est 600 milliards, c'est facile à retenir, donc ça doit être chez vous 4 milliards, 4 000 milliards, à peu près, une chose comme ça. Oui. Ah bien, vous prenez cette masse là, de richesse produite tous les ans sur le territoire français. Avec cet argent-là, il est parfaitement possible de financer tous les services publics, une sécurité sociale de grande qualité, de donner à toutes les personnes qui résident sur le territoire un revenu qui permet d'atteindre le seuil de dignité, et encore d'autoriser des différences de salaire qui vont d'une échelle de 1 à 4. Mais en revanche, ce n'est pas possible, dans l'état actuel des choses, de conserver des différentiels de rémunération de 1 à 300, comme ça existe aujourd'hui, ni d'avoir 1% de la population qui détient 25% du patrimoine. C'est-à-dire que tant qu'on reste dans une société où 1% de la population détient le quart du patrimoine et où certaines personnes ont des revenus à 1 million, 2 millions et au-dessus, alors oui, on est obligé de croître, de continuer à croître pour continuer à répondre à des besoins humains fondamentaux. Mais en revanche, quand on prend la prospérité globale telle qu'elle est produite aujourd'hui, nous sommes devenus assez riches, si nous le voulions, pour répondre à tous les besoins humains fondamentaux et donc cesser de croître et le financer par la même occasion. Vous voulez réagir Oui, non, mais je rejoins tout à fait. Mais ce qui est dit là, c'est qu'en fait, tout simplement, ça pose une question de justice sociale. C'est-à-dire qu'en fait, la question écologique, c'est d'abord une question de justice sociale, en réalité. Voilà, donc moi, je rejoins tout à fait cette idée-là. Et c'est vrai que pendant longtemps, en tout cas pendant la période, effectivement, de haute croissance dans les années d'après-guerre jusqu'aux années 70, on était dans cette idée que l'investissement social, finalement, était un investissement économique, en réalité. Hein, et cette tendance-là s'est complètement renversée. Et en se disant, à partir des années 70, qu'il fallait au contraire rogner les coûts au nom de la compétitivité, etc. etc. Et je crois qu'aujourd'hui, on est en train effectivement d'y revenir, parce qu'aussi les États interviennent massivement aujourd'hui, parce qu'on est face à des crises qui font qu'il faut protéger la société, évidemment. Donc là, l'équation peut-être est en train de revenir justement quelque part à ce qui se faisait antérieurement de ce point de vue. Et moi, je rejoins tout à fait l'idée selon laquelle voilà, il faut mettre en place notamment sûrement un système socio-fiscal qui soit beaucoup plus progressif et qui permette effectivement de faire de l'investissement social, et notamment parmi les couches populaires, parce que de toute façon, il n'y aura d'écologie que si elle est accompagnée socialement. Il y a une proposition que fait Paul dans le livre, autour du revenu de base, qui est effectivement le revenu universel, qui est quelque chose qui a été particulièrement porté dans ce département, puisque le département de la Gironde, avec un collectif d'une vingtaine de départements, voulait l'expérimenter. Voilà, il y avait cette idée-là. Mais peut-être que si on avait... Et c'est d'autant plus intéressant que cette proposition de loi, parce que ça a fini comme une proposition de loi, est arrivée à l'Assemblée nationale en janvier 2019, c'est-à-dire en plein conflit des Gilets jaunes. C'est-à-dire, en fait, la matrice, justement, de cette tension, de ce conflit très fort entre une transition écologique, même s'il y a peut-être plus de raisons fiscales qu'écologiques, à la taxe qui a été mise en place à l'époque sur l'essence par le gouvernement, et la question sociale. Donc là, on est au cœur du sujet. Donc c'est une question de répartition, effectivement, et il y a sûrement une question à se poser, aussi d'aller chercher les hauts revenus, qu'ils soient d'ailleurs des revenus salariés, mais aussi des revenus du capital. Et là, de ce point de vue, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, juste je termine là-dessus, le gouvernement fait exactement l'inverse, puisqu'il a fait des cadeaux fiscaux, et maintenant il essaye d'aller chercher sur les retraites. Voilà. Et là, il va se retrouver face à un conflit social extrêmement fort, et sans aucune marge de manœuvre pour mener la transition écologique. Donc il est finalement dans une impasse, parce qu'il n'a pas su comprendre cette équation-là, justement. Au niveau fiscal, justement, qu'est-ce que vous aviez en tête, vous, quand vous dites qu'il faut un choc de redistribution voilà, parce que, je veux dire, François Hollande a essayé de le faire, il s'est fait retoquer
sur les 75%. Comment, voilà, est-ce qu'il faut des taxes symboliques one shot? Est-ce qu'il faut rétablir l'ISF? Alors, il faut rétablir l'ISF certainement. Il faut surtout établir un IEF, un impôt européen sur la fortune. Je vais essayer de porter ça, c'est important, parce une initiative que citoyenne européenne. J'allais vous poser à chaque fois. Vous pouvez déjà signer, en tout cas, vous pouvez déjà enregistrer que vous allez signer si vous partagez l'idée de rétablir ou d'établir enfin un impôt européen sur la fortune. Parce que ce que nous opposent toujours les libéraux, c'est mais ils vont aller mettre leur argent ailleurs dans le pays d'à côté. Privé de l'argument selon lequel, d'abord argument qui est en grande partie faux, on sait très bien que l'évasion fiscale n'était pas si élevée que ça, même avec l'ISF. C'est quelques pourcents, mais c'est moins de 10% d'évasion fiscale. Donc il y avait quand même largement une contribution. Ça existait. Alors on remet en place, en Belgique, on a remis en place un impôt sur le patrimoine foncier qui est modeste pour le moment, mais le tout est de le mettre en place et de le consolider juridiquement pour ensuite pouvoir l'étendre. Mais ça rapporte déjà 1,5 milliard, donc l'équivalent, ça ferait pour vous 3 ou 4 milliards. C'est déjà pas mal, on peut faire beaucoup mieux, mais enfin c'est un bon début. Le Danemark l'a fait aussi, l'Espagne a commencé. Donc timidement, il y a un mouvement. Mais, et c'est important que ce soit sur le capital, sur les revenus du capital, mais sur le capital lui-même aussi. Parce que le capital a connu un phénomène de concentration absolument hallucinant les 30 ou 40 dernières années. Les plus grands capitaux, les travaux de Gabriel Zucman le montrent bien, les capitaux supérieurs à 100 millions, et c'est pas peu de monde, mine de rien, ont un taux de rendement encore aujourd'hui de 7-8%. Et donc, si on leur fait payer 2 ou 3%, il leur restera un taux de rendement de 5%, ce qui, dans la situation de rémunération de l'épargne actuelle, est absolument exceptionnel. Donc, il y a de la marge. On peut franchement y aller. Mais il y a aussi un autre débat qui est souvent esquivé, c'est-à-dire qu'on raisonne toujours en termes de fiscalité. Et on oublie que le vrai enjeu, c'est la distribution primaire de la richesse. C'est-à-dire qu'avant de parler de fiscalité, il faut discuter de comment on distribue la richesse produite par le travail. Et ça, c'est la question fondamentale que posait le mouvement ouvrier dès la fin du 19e siècle et qu'on laisse un peu de côté aujourd'hui en disant, dans le fond, laissons la structure des rémunérations telle qu'elle est. Tant pis, elle est très inégale. On a des gens qui sont au SMIC et qui gagnent une misère. Je ne sais pas combien le SMIC ici. Chez nous, c'est assez élevé, c'est 1680. Mais voilà. Donc, et puis, il y en a d'autres qui ont des rémunérations à 2 millions. Mais bon, voilà, c'est comme ça et on va corriger ça avec la fiscalité. Non, il faut, je pense aussi, en amont, ramener le débat sur la distribution primaire des revenus parce que c'est tout à fait intolérable qu'il y ait des écarts de rémunération aussi élevés dans les entreprises et dans la société. Il y a de nombreuses enquêtes qui ont été faites et qui ont montré que tous les citoyens dans tous les pays européens trouvent inacceptable le niveau existant des inégalités. Et encore, ils le sous-estiment. Quand on leur demande quel est le niveau des très hauts revenus, ils le sous-estiment. Quand on leur demande où ils sont dans l'échelle des salaires, ils se pensent beaucoup plus hauts qu'ils ne le sont. Donc, c'est-à-dire s'ils savaient qu'ils sont encore moins bien lotis qu'ils le sont, ils seraient encore plus mécontents. Et quand on leur demande ce qui, pour eux, est une échelle légitime, en général, ils disent qu'il faut relever les revenus minimums sans évoquer des montants extrêmement élevés, mais quelque part autour de 1,5 fois ce qu'on appelle le seuil de pauvreté, au moins, et puis baisser les revenus supérieurs pour être dans une échelle de 1 à 5. Voilà. 1 à 5, c'est quelque chose qui est accepté dans la société. Personne ne dit que tout le monde doit gagner la même chose. Personne ne dit qu'il faut ce mirage communiste qui n'a jamais existé, puisqu'on sait que même dans les sociétés communistes, il y avait de facto des différences de revenus énormes. Mais en revanche, avoir des écarts de 1 à 300 ou 1 à 500, c'est totalement indécent. Même des écarts de 1 à 50 dans une entreprise, c'est indécent. Un écart de 1 à 5, c'est quelque chose qui est légitime. Et ça, je pense que c'est des sujets qu'on devrait remettre aussi au cœur du débat, parce que si on veut pouvoir dire demain que les personnes qui sont aujourd'hui en situation de difficulté sociale et qui n'ont pas encore accédé à ce seuil minimal qui permet de mener une vie digne et épanouissante doivent pouvoir l'atteindre sans pour autant que l'on bascule dans une espèce de spirale de pouvoir d'achat, donc de surconsommation, etc., etc., il faut en amont poser d'abord la question de l'équité et donc aussi de la distribution primaire des revenus. Et comment on pourrait faire ça dans une économie libérale, on va dire? Il suffit, vous savez, ça a existé, il y a des lois. En Belgique, ça existe dans la fonction publique. Dans la fonction publique, il y a des règles qui établissent qu'entre le salaire le plus bas et le salaire le plus élevé, l'écart ne peut pas être supérieur à 1 à 5. Point. Dans les entreprises publiques, on l'imagine, et dans les entreprises privées. On pourrait très bien, il y a des propositions de loi, dire que l'écart maximal entre les basses et les hautes rémunérations
tout compris, parce que sinon il y a des tas de systèmes de contournement avec les stock options, etc., que l'écart maximal ne devrait pas être supérieur à 1 à 20, par exemple. Ce serait déjà un grand progrès. Ce qui veut dire que quand un grand patron qui pense qu'il est le génie universel et que donc il mérite des rémunérations tout à fait indécentes veut encore s'augmenter, il sera obligé de commencer par augmenter ses salariés pour pouvoir conserver la tension. Donc ça aurait un effet vertueux. D'ailleurs, juste de remarques par rapport à ça, ça a existé, parce qu'il y a eu un impôt qui était quasi confiscatoire en réalité aux États-Unis dans les années 30, où ils allaient jusqu'à 95%. La dernière tranche, c'était quand même ça. Donc effectivement, il y avait l'idée que ce revenu maximum pouvait tout à fait exister. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que ça existe déjà, par exemple, dans l'économie sociale et solidaire. Vous avez un agrément d'État qui s'appelle l'agrément ESUS, Entreprise solidaire d'utilité sociale en France, qui fixe des écarts de salaire. Donc c'est sur la liberté, évidemment, c'est aux entreprises de l'adopter, on pourrait tout à fait le généraliser, mais c'est de 1 à 7, je crois, l'écart pour être précis, voilà, ce qui rejoint un petit peu les ordres de grandeur que tu décrivais. Et dernier point, il me semble que pour aller même un cran plus loin sur la seule question des revenus, je pense qu'il y a une question de propriété qu'il faut poser aussi au niveau des entreprises, pas seulement au niveau des ménages. C'est la question, par exemple, aux États-Unis. Là, on a écrit un papier récemment avec la Fondation Jean Jaurès, avec quelqu'un que tu connais bien, qui est Christophe Sand. Aux États-Unis, il y a le système des ESOP. Donc, ce sont des fonds dans lesquels on transfère la propriété de l'entreprise. Et progressivement, finalement, il y a un prélèvement sur les bénéfices de l'entreprise qui est défiscalisé. La propriété est transférée dans cette société miroir, qui elle-même peut prendre le contrôle après sur la société mère. Et donc, ça veut dire que très concrètement, les salariés récupèrent la propriété et peuvent prendre le contrôle à la fin de la gouvernance de l'entreprise mère. Voilà. Et ça, on pourrait tout à fait le faire. Il y a actuellement une expérimentation en Slovénie, donc au niveau européen, il y a une expérimentation qui est conduite pour faire que cette société miroir soit sous forme coopérative. Et ce dont on s'aperçoit dans ces modèles-là, donc c'est comme le plan Meitner, ça participe de ces logiques-là. C'est-à-dire l'idée à travers ça, c'est qu'évidemment, dès lors qu'il y a une propriété qui est partagée, dès lors qu'on fonctionne selon le principe une personne, une voix, eh bien, il y a automatiquement une réduction des inégalités, un resserrement des écarts de salaire. Donc moi, je crois qu'il faut non seulement reconnaître les droits du travail, les principes de codétermination, notamment dans l'entreprise, que défend par exemple Isabelle Ferreira avec son idée d'une double chambre, d'un bicamérisme entre une chambre pour le travail et une chambre pour le capital au sein de l'entreprise. Et moi, je crois qu'il faut aussi défendre l'idée que les travailleurs, le travail prime sur le capital. Voilà. Et ça, effectivement, il y a des outils aujourd'hui législatifs et fiscaux qui sont émergents et que je crois qu'il faut soutenir. Oui, je pense que ça, c'est vraiment un autre enjeu fondamental et qui est lié évidemment à tous ceux qu'on a évoqués jusqu'ici, qui est lié à celui de l'équité sociale, qui est lié aussi évidemment à celui du respect des équilibres naturels, qui peut être lié aussi, c'est ce que Isabelle Ferreras et d'autres montrent, à la question de l'égalisation des conditions entre les femmes et les hommes dans le monde du travail, c'est la démocratisation du pouvoir économique. Ça reste pour moi l'angle mort absolu de nos pays super développés, super progressistes et super sociaux, c'est que nous sommes en tant que citoyens détenteurs de la souveraineté collective, etc. Mais en revanche, dès qu'on entre dans les sphères qui sont protégées par ce dogme de la propriété privée, on n'a plus rien à dire. Et donc, en tant que salarié, on n'a à peu près rien à dire. On a au mieux une forme de contre-pouvoir grâce à l'organisation syndicale. Il y a quelques formes plus ou moins honnêtes et sincères de participation des salariés à la prise de décision. Mais après tout, pourquoi les salariés n'ont rien à dire sur les choix d'investissement? Pourquoi un comité de rémunération qui échappe à tout contrôle décide-t-il seul du salaire des CFO, CIO, etc., etc. Pourquoi est-ce que toutes ces questions fondamentales, philosophiquement, quand même, se dire la question de savoir ce que l'on doit produire dans une société et comment on doit le produire, c'est quand même une question absolument fondamentale. Pourquoi est-ce que ça échappe à la souveraineté collective? Pourquoi ces questions-là sont-elles transférées finalement du peuple aux détenteurs du capital? Il y a là quelque chose qui est démocratiquement tout à fait incompréhensible. Et ça a été un long débat dans les années 60-70, notamment autour tout le thème de l'autogestion, le modèle yougoslave, comme on disait à l'époque. Ça n'a pas plus été tellement un modèle par après, mais il y avait quelques expérimentations en tout cas, et c'est vrai que la Yougoslavie était un des pays qui tentait une forme de socialisation de l'économie sans passer par des nationalisations massives et la construction
d'une nomenclatura centralisée comme dans les autres pays communistes. Il y a eu des expériences d'autogestion chez nous. Et puis, ça s'est un peu effondré. Le thème a un peu disparu. Et je pense très important de ramener le thème. Et c'est pour ça que je pense effectivement que les entreprises d'économie sociale et solidaire ont de ce point de vue un rôle extrêmement important à jouer. Elles ont été souvent au départ, en tout cas en Belgique, je ne sais pas si c'est autant le cas en France, mais elles sont arrivées souvent dans les grandes restructurations industrielles des années 80, un peu pour tenter de récupérer des travailleurs qui avaient perdu leur emploi et de recréer un peu du lien social dans des quartiers extrêmement profonds, extrêmement déshérités et abandonnés et déstructurés par cette crise industrielle. Donc ça avait quelque chose d'un peu marginal et d'un peu palliatif, mais c'est devenu aujourd'hui un secteur extrêmement important. C'est dans notre région, c'est un peu plus de 10% de l'emploi, avec une très grande diversité à la fois de secteurs, de formes d'emploi, de structures économiques, mais qui ont tout en commun d'être dans une logique qui n'est pas lucrative et toutes de tenter, sans toujours y arriver, mais en tout cas de tenter de rétablir des formes d'autodétermination et donc de démocratie dans la sphère de la production et des échanges, parce que c'est une sphère qui est absolument fondamentale dans toute société humaine. Et donc je crois qu'il y a de ce point de vue-là aussi un vrai défi et que on voit que ces entreprises, il n'y a pas encore beaucoup d'études, mais il y en a quelques-unes, on voit que ces entreprises qui sont gouvernées de manière plus démocratique, c'est jamais une démocratie parfaite, mais la démocratie parfaite, ça n'existe pas, en politique non plus, mais en tout cas beaucoup moins autocratique que les entreprises privées traditionnelles, sont des entreprises dans lesquelles les inégalités entre les femmes et les hommes sont moins importantes, où le souci pour l'environnement est beaucoup plus développé, où les inégalités salariales sont beaucoup plus faibles et qui résistent beaucoup mieux et se restructurent beaucoup mieux quand elles sont confrontées à des situations de crise. Donc elles font mieux. Donc on n'a pas besoin de payer 1 ou 2 ou 3 millions d'euros ou plus encore des patrons de multinationales pour avoir du succès économique, puisqu'on a des entreprises qui montrent qu'elles obtiennent de meilleurs résultats, pour autant qu'on n'ait pas que le profit comme objectif et qu'on ait au contraire tous ces objectifs qui contribuent à la cohésion de la société et l'épanouissement personnel. Les résultats de ce type d'entreprise-là sont meilleurs que ceux des entreprises privées. J'avais envie de vous poser une question, enfin, sauf si vous voulez réagir, Timothée. Ouais. Sur les gilets jaunes, parce qu'on est à Bordeaux, le jaune domine, et puis bon, Bordeaux, où quand même le mouvement a été très fort, et pas pour rien, parce que c'est quand même lié à la périurbanisation, l'éviction des classes populaires du centre-ville, la nécessité d'habiter toujours plus loin, et donc le coût résidentiel qui s'alourdit de frais de mobilité. Pardon, c'est vrai, j'ai oublié le... Et voilà, j'avais envie de revenir là-dessus parce que, évidemment, ça a été un moment, finalement, de prise de conscience de la nécessité d'articuler social et écologie. Vous, de Belgique, comment vous l'avez perçu ? Est-ce que vous avez eu des mouvements similaires, peut-être moins spectaculaires, y compris dans les formes les plus violentes ? Voilà, j'avais envie de revenir sur cet épisode. Oui, on a eu des mouvements similaires, moins violents en moyenne, mais on est un peuple extrêmement débonnaire et paisible par nature, donc on n'est pas porté sur la violence. Ce qui ne nous empêche pas de faire des réformes assez radicales et d'être socialement et fiscalement plus juste que la France. Donc on peut y arriver sans pour autant recourir à la violence. En revanche, on a une tradition de dialogue social et d'organisation syndicale très ancrée, très forte. Et ça, c'est peut-être une partie de l'explication. Aussi d'un encadrement qui est un encadrement qui reste beaucoup plus fort que ça n'est le cas en France ou en Angleterre ou en Italie, par exemple. Mais le phénomène a existé quand même. Ce qui était très frappant dans le cas français, c'était évidemment la coïncidence de la suppression de l'impôt sur la fortune d'un côté et de la hausse des taxes sur les carburants, sachant que beaucoup de gens ne pouvaient tout simplement pas se passer de leur voiture. Donc c'était extrêmement violent comme signal politique. C'est une manière de dire, c'était voilà, on va aider les riches et comme phrase qu'on attribue à Colbert et qui apparemment est apocryphe, taxons les pauvres parce qu'ils ont le mérite d'être plus nombreux. Voilà. Donc ils sont plus nombreux, donc on va les taxer et ça va compenser les cadeaux qu'on avait fait aux riches. Donc ça, c'est en soi déjà extrêmement grave, mais ce qui est encore plus grave, c'est que ce type de mesure rend profondément impopulaire la transition climatique. Quand on le fait sous prétexte de transition climatique, on associe la transition à une taxation et une taxation régressive et punitive, et donc évidemment,
on ne peut que donner le sentiment dans les milieux populaires que la transition climatique, c'est une dégradation de sa situation. Si en revanche, on dit, voilà, on investit massivement dans les transports en commun et on les rend gratuits, comme c'est de plus en plus le cas dans d'ailleurs des agglomérations françaises, en Belgique, au Luxembourg, à Malte, enfin dans de plus en plus d'endroits, c'est quand même un mouvement assez large, cette gratuité des transports en commun. On investit dans des cantines publiques qui vont préparer des repas pour les écoles, pour les EHPAD, pour les hôpitaux, et on les alimente avec une agriculture locale et naturelle. On investit dans l'isolation des bâtiments publics, dans l'isolation des logements sociaux et même dans l'isolation des bâtiments privés en mettant en place des régies publiques d'isolation, etc., etc. Tout ce que l'on appelle cette vaste planification écologique et sociale qui vise à réduire à la fois les inégalités sociales et les émissions de gaz à effet de serre. Alors on peut faire la démonstration que l'écologie peut être populaire parce qu'elle améliore la situation des classes populaires. Et je pense qu'on doit essayer de trouver les deux seuls précédents historiques. Et le plan de relance européen, pour vous, c'est pas assez ? Parce que c'est ça quand même. C'est un premier jet, mais il faudrait un plan de relance comme ça tous les ans pour arriver il faudrait à peu près 750 milliards tous les ans pour arriver à atteindre l'objectif de la neutralité carbone en 2050. Ça fait une fois de 750 milliards, c'est totalement insuffisant. Enfin bon, c'est un précédent qui est intéressant parce que ça crée une brèche, parce que ça crée pour la première fois une faculté d'endettement collectif et donc on a créé un précédent, donc en soi c'est intéressant, mais il y a encore beaucoup de travail, ce ne sera pas simple de le pérenniser et de l'installer dans la durée. Moi, j'aimerais juste compléter un peu, parce que étant de Bordeaux, pour le coup, j'aurais peut-être un petit commentaire à faire là-dessus, et parce que je crois qu'il faut mettre un peu la loupe aussi sur ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'en fait, la problématique aussi, c'est une problématique d'aménagement du territoire. Au point de départ, on l'avait évoqué hier sur l'atelier sur la responsabilité territoriale. Enfin, le sujet, c'est d'abord qu'en fait, le foncier en métropole est devenu en fait un support de spéculation. Le point de départ, il est là. Donc, ça a bâti en réalité ce qu'un collègue d'ailleurs de Sciences Po Bordeaux appelle une ville néolibérale. Gilles Pinson parle effectivement d'une ville néolibérale de ce point de vue. Voilà, où effectivement, on a spéculé comme pas possible. Ce qui a fait que la métropole s'est transformée en véritable essoreuse, renvoyant finalement les populations les plus précaires, ou celles, pas que les plus précaires, c'est-à-dire vraiment les gilets jaunes, c'est-à-dire ceux qui sont justement dans l'entre-deux, et ça les a renvoyés finalement à la fois parce qu'ils avaient un rêve d'espace, oui, mais à la fois parce qu'aussi ils voulaient accéder, il y avait quand même ce que tu disais, le désir, c'est-à-dire la volonté de progresser socialement et donc d'accéder à la propriété, d'avoir un jardin, voilà, c'était ça. Donc forcément, ils ont été complètement exclus finalement de cette métropole, avec derrière des soucis de trompeuses au niveau de la mobilité, et tout ça au nom de quoi en réalité c'était lié à un référentiel de l'attractivité économique. Référentiel néolibéral, c'est-à-dire que la métropole de Bordeaux, sa politique de développement économique, d'ailleurs, était assez limitée, c'était de dire Magnétique Bordeaux. C'était un slogan, Magnétique Bordeaux. Il faut tout attirer finalement, et ce au mépris finalement, au mépris des personnes elles-mêmes. Et j'ajoute par rapport à ça, c'est que ça a eu des conséquences très fortes localement. Parce que, et on ne l'a pas assez dit, Alain Juppé n'a pas démissionné pour aller au Conseil constitutionnel. Alain Juppé a démissionné parce qu'il avait des manifestations, enfin il avait une émeute, un état de siège devant la mairie tous les week-ends. Enfin, c'était ça, je me souviens bien, quand il a démissionné, c'est ce qu'il vous avait confié, je dirais, en aparté, Monsieur le Président. Donc c'est quand même ça la réalité. Donc ça veut dire que même, vous voyez, le pouvoir municipal et donc un ancien Premier ministre avait été conduit à démissionner. Donc derrière, on était dans une situation qui était pré-insurrectionnelle en réalité, avec des conséquences politiques assez lourdes, et effectivement les écologistes qui prennent la mairie derrière. Donc c'est pour vous dire que c'est pas tout à fait neutre, effectivement, et que de ce point de vue, il me semble que pour finir là-dessus, les territoires ont un rôle très important justement aussi à mener dans ces questions de transition. C'est-à-dire ça peut pas, parce que il suffira pas malheureusement de faire pleuvoir les milliards pour que ça suffise quelque part. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce sont des communautés humaines, et il s'agit aussi de savoir comment on organise la cohésion sociale et territoriale en réalité en bas, quoi. Voilà. Et ça, je pense que cette articulation-là, on ne la pense pas suffisamment, et alors particulièrement en France, avec notre tendance un peu jacobine, effectivement, où on regarde les territoires en les prenant un peu de haut, voilà. Et c'est vrai que de ce point de vue, je crois qu'en Gironde, on a, voilà, peut-être une sensibilité particulière là-dessus, mais qui me semble absolument fondamentale, parce que sans ça, on va passer à côté de la transition, quoi. Oui, je rejoins tout à fait ce que dit Timothée. Je pense que c'est important de rappeler qu'il ne suffit pas de poser la question de l'argent. On peut avoir énormément d'argent, on peut avoir toutes les technologies du monde, il continuera à se poser un nombre infini de questions autour de la mise en œuvre. C'est-à-dire que
On peut théoriquement imaginer une ville qui soit une ville neutre en carbone, une mobilité efficace, des circuits alimentaires neutres en carbone, etc., etc. Donc tout ça, on peut le concevoir. On peut concevoir aussi une réforme de la production de nos biens qui ne soit plus condamnée à l'obsolescence et qui soit beaucoup plus circulaire dans la manière dont ils sont à la fois construits, puis déconstruits, recyclés, etc. Donc tout ça, techniquement, on le sait. Mais après, entre traduire ce savoir abstrait en situation humaine concrète sur des territoires concrets, il y a un fameux boulot. Et là, il y a un vrai débat sur la méthode démocratique. Ça, je pense que c'est aussi une dimension qu'il ne faut pas perdre de vue. Elle se pose dans les entreprises, on en parlait tout à l'heure, mais elle se pose aussi à l'échelle des territoires. Autant il y a des décisions qui ne peuvent être prises qu'à l'échelle, je pense, européenne. Si on veut taxer efficacement les multinationales, lutter efficacement contre la fraude et l'évasion fiscale, si on veut adopter des normes de produits qui réorientent la production des produits qui sont construits en très grande série, comme les automobiles, l'électroménager, les produits informatiques, etc., il faut aussi des normes sur un marché suffisamment grand, et donc au minimum le marché européen. Mais en revanche, il y a énormément de choses qui ne peuvent être décidées et mises en œuvre qu'à l'échelle locale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'échelle locale? C'est encore tout un débat, mais je crois qu'on doit vraiment faire en sorte de mettre en place, moi j'essaie de le faire dans ma ville, des contrats climatiques locaux, c'est-à-dire de se dire, le grand avantage de la transition climatique, c'est qu'elle redonne un sens à la planification. La planification était une idée qui avait eu beaucoup de force dans deux grands moments de l'histoire occidentale, le New Deal, à un moment donné, les Américains disent, les démocrates en particulier, la faillite financière est la démonstration de l'échec du laisser-faire et du capitalisme libéral. Il faut faire autre chose et on va apporter une série de réponses qui sont organisées de manière très centralisée, très bureaucratique, il faut dire quand même. Et puis il y a un deuxième moment qui est la planification d'après-guerre, en France en particulier, mais pas seulement, avec une prolongation européenne. C'est le même Jean Monnet qu'on retrouve à la Haute Autorité et qui était au commissariat du plan au préalable. Et donc il y a cette idée de la reconstruction. Là, c'est moins la faillite du capitalisme que la nécessité de tout reconstruire après une guerre qui a été terriblement destructrice sur l'ensemble du continent. Il faut reconstruire du logement, des routes, des usines. Il faut sortir de la famine et des tickets de rationnement, etc. Et on ne va pas y arriver avec la main invisible. Je dis toujours, d'ailleurs, si la main invisible, c'est pour une bonne raison, c'est qu'elle n'existe pas. Donc, on peut toujours la chercher. Elle est vraiment invisible, vu qu'elle n'existe pas du tout. Donc, ça ne fonctionne pas. Il faut trouver autre chose. Et on invente cette planification. Mais cette planification, à nouveau, est très technocratique ou technocorporatiste. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté des hauts fonctionnaires, d'un autre côté un peu les intérêts concernés, des patrons d'industrie et de temps en temps des syndicalistes, qui se voient et qui conviennent ensemble de quelques grandes orientations. Mais il y a assez peu de débats sur toutes ces questions-là. Et il y a pas mal de ratés. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir, d'un point de vue technologique, des ressources, et notamment des données infiniment plus fines qu'à l'époque. Donc on peut, de manière beaucoup plus simple que ce n'était le cas à l'époque, collecter des données. On ne doit plus envoyer des armées de fonctionnaires pour savoir combien il faut de logements, de combien de mètres carrés, etc., etc. Il y a des données à ne plus savoir qu'en faire. Au contraire, on doit trouver des manières de les utiliser, des manières de les analyser, de les décortiquer. Mais les données techniques en matière de mobilité, par exemple, sont très, très largement disponibles. Donc on a déjà une facilité par rapport aux années 30 ou aux années 50, 60. On a par ailleurs toute une série d'outils de planification qui sont bien connus et qui ont été bien éprouvés. On a diversifié les moyens des politiques économiques. La planification, c'est pas juste dire on va faire autant de tonnes de blé et autant de Peugeot 504 telle année et autant de logements de typologie F2 ou F3. On peut travailler avec la politique industrielle, avec les subsides, avec les normes de produits, avec les politiques d'accompagnement. Enfin, il y a des tas d'outils de planification qui sont plus complexes que ça n'était le cas au préalable. Mais il reste à trouver une manière, et ça on n'y est pas encore du tout, d'appropriation de ces changements, parce que ce sont des changements et ce sont des transitions extrêmement profondes. Et donc c'est là que je pense qu'on a besoin de contrats climatiques locaux et que la transition est un outil. On peut se dire, voilà, en 2050, on doit être dans la neutralité carbone. On sait ce que ça veut dire, c'est 2 tonnes de CO2 par personne par an. Voilà, c'est assez simple à chiffrer. Ensuite, on doit le décliner. Combien on va pouvoir émettre encore dans le résidentiel, dans la mobilité, dans l'alimentation, dans la production des biens de consommation et la consommation de données, par exemple, qui consomment aussi beaucoup d'électricité. Donc on va le décliner en sous-secteurs. Donc ça, c'est encore assez général. C'est ce que l'Union européenne fait déjà. On a déjà dans toutes les planifications du Green Deal, etc., il y a déjà une déclinaison des objectifs par sous-secteur. Et puis ensuite, secteur par secteur, on va encore le décliner. Mais il y a un moment donné où il faut pouvoir dire, oui, mais concrètement, à Bordeaux,
réseau, c'est combien de logements et où et quel type de logement, lesquels on va isoler en priorité, où est-ce qu'on va reproduire de l'alimentation qui soit davantage locale, où est-ce qu'on va la transformer, comment on va réorganiser la mobilité. Et toutes ces questions-là, elles ne peuvent être résolues qu'à l'échelle locale. Et elles ne peuvent être résolues qu'en réinventant des méthodes de délibération collective dans lesquelles je pense qu'il doit y avoir une place évidemment pour les élus. Je suis un élu moi-même et donc évidemment je pense que les élus ont tous les défauts du monde, mais ils ont quand même un avantage, ils sont politiquement responsables, on peut les sanctionner et les mettre dehors, la preuve par Alain Juppé. Et donc voilà, ça c'est quand même encore un élément important en démocratie. Il y a une deuxième composante qui est la composante, je pense, classique du dialogue social qui est importante. Les représentants des travailleurs et aussi du monde des entreprises doivent pouvoir y être associés parce qu'ils détiennent une très large part quand même aujourd'hui de la matière de cette transition. Et puis on doit y associer des formes innovantes de démocratie plus délibérative et participative qui ont fleuri un peu partout et dont aujourd'hui la science est très avancée. Et en combinant ces différentes méthodes à l'échelle locale, je pense qu'on peut non seulement développer une intelligence collective remarquable, mais en plus créer beaucoup plus d'adhésion à ces transformations que quand elles sont décrétées d'en haut. Tout à fait. Beau programme. J'aimerais juste réagir sur un point particulier, c'est-à-dire je suis tout à fait évidemment en adéquation, mais j'ajouterais sur l'articulation finalement entre le cadre, la question des droits aussi, la question nationale et celle du local. On a une bonne illustration aussi d'ailleurs qui se diffuse actuellement en Gironde, que ce soit à Castillon ou bientôt à Bordeaux et puis il y a d'autres territoires, c'est territoire zéro chômeur de longue durée, où effectivement je sais que c'est à Charleroi aussi que ça se diffuse, c'est une expérimentation nationale française qui est actuellement en train d'essaimer d'autres modalités au niveau belge. Et là, on a cet exemple, c'est-à-dire qu'on a finalement l'idée de garantir un droit à l'emploi pour tous, notamment là pour les chômeurs de longue durée, mais c'est le territoire évidemment qui se mobilise, qui crée des espaces de délibération avec toutes les catégories que tu mentionnais pour essayer aussi de créer les emplois. Parce qu'il ne suffit pas de décréter le droit à l'emploi, de dire l'État employeur en dernier ressort, mais enfin si les gens n'ont rien à faire ou si on leur impose de faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie, c'est pas tout à fait le droit à l'emploi tel qu'on le conçoit, quoi. Donc il faut au contraire partir véritablement des personnes elles-mêmes, donc du territoire, les questionner sur leurs envies, leur savoir-faire et confronter ça évidemment aux besoins du territoire pour construire des activités d'utilité sociale qui viennent y répondre. Voilà. Donc c'est une autre manière en réalité, et là c'est un changement complet de paradigme en réalité de l'action publique. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans le mode de management public néolibéral, effectivement plus traditionnel, où on est par un management par la performance avec effectivement des indicateurs, des résultats, et qui en fait en réalité n'arrive absolument d'aucune façon à saisir le réel. On a vu le désastre pour l'hôpital, par exemple, de ce type de management public en France. On l'a vu lors de la crise Covid notamment. Mais au contraire, un management public qui soit coopératif, c'est-à-dire où effectivement, on est dans des dynamiques de co-construction, de partenariat, de mobilisation des forces, des acteurs. Voilà. Donc c'est une autre conception aussi de l'action publique qu'il faut faire émerger. Mais il me semble que c'est ce qui se fait déjà au niveau des métropoles, au niveau des territoires, et que l'État central en a pris acte. Enfin, j'inviterais bien Jean-Luc Glaise à nous rejoindre dès maintenant et à peut-être répondre puis conclure. C'est très émergent. Ouais. Quelle était la question ? Non, vous avez votre mot à dire, évidemment. Enfin, sur la question de l'émergence, elle a des nuances variables. Oui, la question de la bonne échelle. Quelle est la bonne échelle pour mener à bien cette transformation démocratique, écologique, sociale ? Ça a été dit tout à l'heure dans le précédent atelier. Visiblement, l'échelle était plutôt départementale ou infradépartementale, de manière à ce que, mais ce que je dis assez régulièrement, la résilience vient souvent d'en bas. Et qu'à ce titre, nous avons certainement la capacité à la fois c'est aussi l'objet quelque part de Solutions solidaires, c'est-à-dire d'être capable de fournir de la matière à penser et d'en faire ensuite de la matière d'agir. Et donc, c'est typiquement là, et Timothée peut en parler aussi bien que moi, lorsque nous avons lancé l'expérimentation autour du revenu de base, l'idée a été de dire, associons des départements qui ont la capacité à expérimenter concrètement, si tant est qu'on leur laisse la possibilité via la modification de la loi, mais faisons-le en ayant aussi modélisé la pensée qui va avec des chercheurs qui nous accompagnent. Et l'idée, c'était bien de mettre en parallèle la pensée et l'action.
Et moi, je suis convaincu que nous pouvons, nous, depuis le terrain, alors c'est un peu d'ailleurs des difficultés quand même d'un pays extrêmement jacobin comme le nôtre, c'est de considérer que systématiquement les sachants sont à Paris et qu'ils écoutent quand même assez rarement ce que le terrain peut faire remonter. Alors il y a évidemment des artifices de concertation type convention sur le climat, etc., ou grand débat. Mais au bout du bout, qu'est-ce qu'on en retire quand on voit que sur le grand débat, les cahiers de doléances n'ont pas été exploités, à part par le département de la Gironde, qui vient de réouvrir les cahiers de doléances aux archives départementales. Nous sommes les premiers à l'avoir fait. C'est vrai, vous avez raison. La promesse de Macron, c'était de les mettre en ligne sur le site de la BNF, et ça n'a jamais été fait. Eh bien, j'ai tenu la promesse de Macron, mais sur le département de la Gironde. Très bien, bravo. Je ferai un article dans Libération. Et d'ailleurs, c'est extrêmement éclairant et intéressant parce que du coup, des paroles là se sont libérées à ce moment-là, avec une capacité quand même à ouvrir le champ de la voix citoyenne. Et donc, il y a évidemment à retirer de tout cela. Donc, moi, je reste convaincu, mais je suis girondin dans les deux sens du terme, donc très, très convaincu que la décentralisation a du sens plus que jamais, que le territoire, les terrains peuvent apporter de la matière à penser, de la matière à agir, que nous avons en plus la capacité, pour peu que nous ayons une intelligence collective, le mot a été évoqué tout à l'heure, mais une intelligence collective entre les collectivités, une capacité aussi à articuler nos politiques publiques pour être plus efficients en direction de nos concitoyens, ce qu'on fait, on l'a fait hier soir ici avec la fabrique de l'écologie solidaire avec Pierre Urmic. Et donc l'idée, c'est de travailler à deux collectivités pour regarder comment nous sommes plus forts ensemble et comment surtout nous sommes capables de démultiplier une action publique correctement ciblée en mettant en parallèle les compétences des uns et des autres, les moyens des uns et des autres, et puis aussi le portage politique des uns et des autres. Donc moi, je suis convaincu que c'est cette manière-là qui doit opérer. Et si on en est à la conclusion, c'est ça le sujet ? Oui, je me disais qu'on pouvait, sans transition, justement. En gros, il faudrait que je synthétise, je ne sais pas si on peut les diffuser, mais il faudrait que je synthétise le nuage de mots qui est là, parce que ce que j'ai entendu durant ces 2 jours, en gros, couvre à peu près tous ces champs. Donc, essayer de conclure à partir de ces mots-clés semble extrêmement difficile. Moi, j'ai envie d'en retenir ce que vient de dire, ce qui vient d'être dit tout à l'heure, je crois, dans le débat. Le terme d'écologie, enfin ça n'a pas été dit comme ça, mais on était presque sur l'écologie populaire. Et j'ai trouvé intéressant le fait d'approcher la question de l'économie solidaire, c'est-à-dire sujet qu'on a amené dans le débat pendant ces 2 jours en disant il n'y a pas d'écologie d'urgence écologique sans urgence sociale et d'urgence démocratique aussi derrière. Et inversement, systématiquement, lorsqu'on a face à nous une urgence sociale, il y a des urgences écologiques généralement qui sont associées. Donc le fait de démontrer que les deux doivent être réconciliés et qu'on peut le faire, y compris dans l'action, c'était l'objet de Solutions solidaires pendant ces 2 jours. Mais je trouve intéressant qu'on l'approche sous l'angle de l'écologie populaire, c'est-à-dire sur la capacité à la faire partager parce qu'on la rend positive. Et effectivement, c'est vraiment la manière d'approcher le sujet sous un angle qui amène nos concitoyennes et concitoyens à considérer qu'ils sont acteurs et qu'on ne vient pas les contraindre à quelque chose, mais qu'au contraire, nous sommes en train d'améliorer leur quotidien, d'améliorer leur vie, et que c'est aussi vital pour nous toutes et tous collectivement que pour chacune et chacun d'entre nous personnellement, que d'arriver à être toutes et tous acteurs, soit citoyens, soit élus, soit collectifs ou associations, pour faire en sorte que cette écologie solidaire soit véritablement une écologie populaire. Donc je pense que c'est l'enjeu derrière celui-ci, réconcilier les deux. Ça, on a bien compris que les deux étaient intimement liés. Maintenant, la vraie question, c'est comment on transforme la manière d'agir pour la rendre beaucoup plus positive et faire en sorte qu'effectivement, les impératifs écologiques et sociaux qui sont devant nous deviennent des impératifs que nous partageons avec l'ensemble de nos concitoyens et qu'ils portent aussi avec nous. Je ne sais pas si ça ressemble à une conclusion, mais en tout cas, c'est ce que ça m'a inspiré à cet instant. Si dans la conclusion, il y a quand même quelque chose à dire. C'est d'abord que organiser 2 journées comme celle-ci, obtenir des intervenants de ce niveau et d'autres qui sont intervenus pendant ces 2 jours, c'est énormément de travail, c'est pratiquement une année de travail non-stop pour beaucoup de personnes qui se sont associées à l'organisation.
Je veux particulièrement saluer Thierry Germain et Anderson Pignot qui sont à la manœuvre et en pilote à mes côtés sur cette organisation. Bravo à eux parce que c'est énormément de boulot. J'espère que vous en avez retiré de la matière à penser et essayons de construire ensemble, toutes et tous, la matière d'agir. Merci. Merci. Et à l'année prochaine alors. L'an prochain à Bordeaux, comme on dit. L'année prochaine, on continue bien sûr. Donc rendez-vous dans un an et l'ambition est devant nous, le chantier aussi, les chantiers aussi, donc on va essayer d'y parvenir. Merci. Merci à tous. Merci, c'était super.